Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Bien, merci Mathias. Donc, je vais donc vous présenter plutôt des applications à la sismologie. Bon, je ne vais pas reprendre tous les détails de la théorie que Mathias a évoquée précédemment, mais je vais plutôt vous mettre cette question des corrélations des champs diffus, du bruit, en relation avec bien sûr le retournement du temps, dans le contexte de la sismologie. Et pour ça, donc, je vais vous montrer pourquoi c'est important pour les sismologues d'abord. Je voudrais vous montrer ensuite, revenir sur cette équivalence corrélation-retournement temporel, peut-être vous montrer des petits exemples numériques qui permettent d'avoir une appréhension beaucoup plus physique, beaucoup plus intuitive de l'interprétation des corrélations, au travers de cette analogie justement. Et puis, vous montrer des applications quand même à l'imagerie passive de la Terre. Et enfin, je voudrais vous montrer une des applications possibles de ce genre de méthode qui est liée à la mesure des variations temporelles à l'intérieur de la Terre. Dites-moi. D'accord, merci. Bien, alors, donc la sismologie travaille à partir des sismogrammes et donc des enregistrements des déplacements du sol. Et aujourd'hui, on dispose d'appareils qui permettent de mesurer ces déplacements de manière continue et sur une gamme de fréquences qui est très, 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 très vaste. Alors, ceci, ça nous a permis d'obtenir des enregistrements extrêmement fidèles de ce que sont les mouvements du sol, donc ce que sont les ondes qui se propagent à l'intérieur de la Terre. Mais typiquement, quand de temps en temps se produit un grand séisme, on dispose d'un enregistrement de ce type-là pour une journée. Alors, vous voyez, c'est une journée entière où il ne s'est passé rien, dit-on. Et puis, si on zoome cette partie-là, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, il y a des ondes qu'on peut identifier dans ces enregistrements. Et typiquement, ce sont ces ondes que nous utilisons pour l'imagerie. Alors, un mot quand même sur l'imagerie sismique. Voilà maintenant, quelque sorte, zoomé un exemple d'un signal produit par un grand tremblement de terre. Donc on a le mouvement du sol en fonction du temps. On voit des arrivées qui sont des arrivées très impulsives, qui portent la trace de la source, c'est-à-dire la signature du séisme en l'occurrence, dans ce cas-là. On voit deux grandes familles d'ondes, des ondes de compression et des ondes de cisaillement. La Terre est essentiellement un milieu élastique, à ces échelles de temps. Et puis, on voit une autre grande classe de phénomènes qui sont ce que l'on appelle les ondes de surface, les ondes de Love et de Rayleigh, qui sont des perturbations qui n'affectent que la surface de la Terre. Et donc, ce sont typiquement ces types d'ondes qui nous servent à comprendre la structure. Alors, l'idée est que lorsqu'un tremblement de terre se produit, qu'on est d'ici à une distance télésismique, c'est-à-dire à grande distance par rapport à la source, eh bien on va observer des ondes qui se propagent en quelque sorte comme des rayons lumineux à l'intérieur du manteau, des ondes de compression, des ondes de cisaillement. Les ondes de compression sont très proches des ondes acoustiques de Mathias, et puis des ondes de cisaillement, donc, qui sont des ondes transverses, qui n'existent que dans les solides et donc qui n'existent pas en acoustique. Et puis, à la surface de la Terre, on va trouver des perturbations qui sont piégées, en particulier les ondes de Rayleigh, qui sont des ondes qui n'existent qu'en élasticité aussi, et qui se propagent le long de la surface, avec une pénétration qui dépend de la période, qui dépend de la longueur d'onde. Mais elles peuvent pénétrer sur des très grandes profondeurs, sur plusieurs centaines de kilomètres. Mais leur trajet, ça va toujours être un trajet de surface. Alors dans la suite, nous, on s'intéressera un peu à ces ondes de surface dans notre problème de bruit. Alors, le travail des sismologues, pendant longtemps, ça a été d'interpréter ces
ces sismogrammes et à une distance donnée. Vous voyez ici un bel exemple d'un enregistrement du mouvement du sol. Vous voyez le temps ici en minutes. Et puis toute une série d'arrivées d'ondes qui sont des trajets directs ou réfléchis qui peuvent être identifiés à partir de modèles standards de Terre. Et donc c'est quand même le travail de génération de sismologues d'arriver à disposer de modèles qui permettent, avec des précisions très bonnes, d'interpréter chacun de ces pics et d'obtenir des modèles déterministes de Terre. Alors on reconnaît des trajets, par exemple, qui se réfléchissent sur le noyau de la Terre, des trajets qui se réfractent simplement dans le manteau, des trajets, vous voyez, qui interagissent avec la surface libre. Et puis ici, on observe ces ondes de Rayleigh qui sont ces perturbations de la surface, qui, voyons, des vitesses qui sont plus faibles que les vitesses des ondes qu'on appelle les ondes de volume. Alors, on dispose donc de cette connaissance des ondes, on dispose de modèles de référence qui nous permettent d'identifier les différents trajets, et la tomographie sismique, c'est d'expliquer les écarts, et les écarts qui sont petits, en fait, entre les temps d'arrivée de ces différentes ondes prévues dans les modèles et observées dans la réalité. Et à partir de cette analyse de ces variations, qui, je le rappelle, dans le cas de la Terre, sont relativement petites, on va parler de perturbations de vitesse qui sont en pourcents, simplement, on va pouvoir retrouver en particulier les conditions thermiques à l'intérieur du manteau, essayer de comprendre quels sont les moteurs de la tectonique des plaques et du fonctionnement de la Terre interne. Alors, ceci a permis d'arriver à des résultats spectaculaires, comme vous voyez ici une série de coupes, donc en fonction de la profondeur, sur une section ici, par exemple ici A', donc qui va, vous voyez, couper ici le domaine égéen, on voit ici, par exemple, un matériau qui est un matériau rapide, qu'on interprète comme un matériau lent et qui correspond à une plaque qui s'enfonce en profondeur dans le manteau. On voit dans d'autres cas où vous voyez ici une coupe, cette fois, vous voyez sur le nord du Japon, on voit une plaque qui ne pénètre pas à grande profondeur dans le manteau. Et l'essentiel de notre connaissance de ces structures et de la structure aussi de la croûte terrestre nous provient de ces analyses de la vitesse des ondes sismiques. Bien, donc tout ceci est bel et beau, et on peut améliorer les images et la résolution de ces images, ce qu'on voudrait pouvoir faire, en couvrant la planète de stations sismologiques de toutes de meilleure qualité, avec une densité qui va croissante, et on peut imaginer qu'un jour, vous voyez ici, toutes les terres émergées vont être couvertes. Il nous restera sans doute à résoudre le problème des océans, mais on peut avoir ce mode d'action sur les données dont on dispose. Seulement, la grande difficulté de la sismologie, surtout à cette échelle-là, c'est qu'il n'est pas question d'envisager comme cela se fait dans le laboratoire de Matthias Fink, de créer des sources pour produire des enregistrements comme ceux que je viens de vous montrer. Les seules sources qui ont suffisamment d'énergie pour créer des ondes qui se propagent dans les couches profondes de la Terre sont les tremblements de terre. Et les tremblements de terre, eh bien, ils ont la fâcheuse habitude de se produire essentiellement dans certaines régions tectoniques, essentiellement les limites de plaques, et on retrouve ici une distribution de séismes pendant une vingtaine d'années, et vous voyez que certaines lignes apparaissent très clairement, mais ici, en fait, oui, les continents n'apparaissent pas, mais ici c'est l'Alaska, les Kouriles. Vous voyez en fait tout le pourtour du Pacifique avec les grandes subductions, l'Amérique latine est là, et donc toutes ces zones-là produisent des grands tremblements de terre qui vont nous servir. Bon, par contre, il est aussi relativement clair que d'autres grandes zones géographiques ne produisent pas de tremblements de terre et n'en produiront pas. Donc la sismologie, en quelque sorte, va pouvoir améliorer sa couverture par ses stations, mais jamais par ses sources. Et donc c'est une critique qui est apparue depuis un certain nombre d'années sur l'avenir
quelque sorte de notre discipline, qui est que un certain nombre de trajets, une certaine partie de la Terre ne seront jamais résolus, parce que même si on améliore nos méthodes d'observation, même si on attend très longtemps, eh bien, on ne pourra pas obtenir une couverture suffisante pour éclairer des parties importantes de la Terre. Et donc, on a cette limite de la couverture qui se pose pour nous de façon très critique. Alors, bien sûr, là où nous voulons en venir, c'est que si on reprend le même enregistrement que l'on regardait tout à l'heure, en réalité, notre journée du jour du grand séisme, et qui en fait représente l'essentiel de nos enregistrements, l'essentiel de nos enregistrements, c'est ce qu'on appelle le bruit sismique. Donc un enregistrement de l'agitation permanente de la surface de la Terre, qui est connu depuis longtemps et qui n'est pas un bruit au sens du traitement du signal, c'est un signal physique. Simplement, on est bien incapable de l'interpréter et d'expliquer quelle source produit lequel de ces petites oscillations ici. Mais ces enregistrements existent, ils sont très bien résolus, donc il n'y a pas de bruit électronique, on parle vraiment du signal physique. Et on en dispose de quantités absolument énormes aujourd'hui, puisqu'on a des enregistrements continus de plusieurs années de ce bruit. Alors, d'où vient le bruit ? Là, bien sûr, ça dépend beaucoup de la fréquence que l'on considère. Ici, on va parler des ondes qui permettent d'imager la Terre profonde, disons la croûte, le manteau supérieur. Donc des périodes qui sont de quelques secondes. Et dans ces périodes-là, l'analyse des signaux suggère très fortement, et on verra que cela va se confirmer dans les analyses que l'on a menées, depuis les travaux d'ailleurs de Gutenberg, il y a déjà pas mal d'années, ce bruit est associé à l'activité des ondes océaniques, et au couplage entre la houle, les vagues et la Terre solide. Alors on le sait très facilement parce qu'une station sismologique ici à Paris verrait son niveau de bruit varier de façon complètement corrélée avec les conditions météorologiques de l'Atlantique Nord. C'est encore le cas à Grenoble d'ailleurs, où c'est quelque chose de patent. Alors donc on a appris en analysant les signaux que bien entendu quand il y avait des tempêtes en mer, on voyait le niveau du bruit qui augmentait, mais on s'est aussi aperçu que très probablement ce bruit venait à la fois des côtes et à la fois des bassins océaniques profonds. Et donc c'est quelque chose sur lequel on aura à revenir un petit peu plus tard, essayer un peu mieux de cerner l'origine de ces signaux que l'on veut utiliser. Alors on dispose de ces masses d'enregistrement, et bien entendu, ce que l'on voudrait, c'est résoudre notre difficulté de sismologue, à savoir utiliser des propriétés, et les propriétés qu'on veut utiliser, ce sont les propriétés de corrélation des champs, pour retrouver la réponse de la Terre entre deux points, et faire une imagerie qu'on va appeler passive. Donc une imagerie passive, c'est simplement se dire, on a deux capteurs ici, donc là je me remets dans la logique de ce que montrait Mathias à la fin de son cours, on a deux capteurs ici, on a des sources quelque part qui sont non ou mal identifiées, on ne connaît pas exactement la localisation, on ne connaît pas le temps auquel les sources sont actives, et on voudrait à partir de ces enregistrements-là, de longues séries temporelles de ce type-là, retrouver le résultat d'une opération active, à savoir j'ai une source ici, à une des stations, et j'observe le signal à celle-ci. Si je suis capable de faire ça, je vais pouvoir largement compenser les défauts de la distribution des séismes par une distribution adéquate des stations sismologiques, et ainsi, si toutes ces choses marchent, on peut espérer aller vers une amélioration des images de l'intérieur de la Terre. Alors, l'idée, c'est d'utiliser des propriétés de corrélation. Alors, vous savez ce que c'est que la corrélation. Mathias parle de corrélation tout le temps. Vous savez que c'est une opération très simple qui est souvent utilisée pour mesurer les différences de temps. Donc, si on prend deux signaux et qu'on essaye de les corréler avec une définition de la corrélation qui est donnée ici, donc on décale un des signaux et puis un des signaux et on multiplie terme à terme les deux signaux pour trouver la valeur de la corrélation au temps de décalage, du temps de corrélation donc taux.
si on a deux signaux de ce type-là, on trouve un temps de corrélation. Ici, on voit apparaître un pulse, que ce pulse existe juste quand on a décalé les deux traces telles que les deux signaux ici initiaux sont effectivement exactement alignés. Donc le temps auquel ce pulse de corrélation apparaît, c'est bien la différence de temps entre les deux signaux. Mais je veux juste insister sur une chose, c'est qu'on voit apparaître un autre temps. Ici, on a un temps qui est un temps absolu, c'est-à-dire ces deux signaux datent du 12 février 1974 à 12h42 plus quelques secondes. Et puis ici, on a un temps qui est un simple temps de corrélation. Ici, la différence des signaux, c'est 12 secondes. Si on répétait l'opération 20 ans après, on retrouverait 12 secondes. Donc, si vous voulez, il y a une chose importante à noter avec la corrélation, c'est qu'il y a l'apparition d'une nouvelle échelle de temps, qui est le temps de corrélation. Et c'est une échelle de temps qui maintenant est une échelle de temps absolue, potentiellement, si elle mesure un processus physique du type propagation entre deux points. Donc c'est une chose à noter. Alors, je ne vais pas vous refaire strictement la même démonstration, la même discussion que nous expliquait Mathias à l'instant. Vous l'avez compris, j'imagine. Il y a une très grande similitude entre le retournement temporel et la corrélation. Pour le champ lointain du retournement temporel, Mathias nous montrait que, à peu de choses près, on va arriver à dire que le champ qui est obtenu en corrélant les signaux à deux récepteurs A et B dus à une source C, donc dans le domaine fréquentiel, cette expression ici, où on appelle donc la réponse SCB, la réponse pour une source en C enregistrée en B, ce signal-là, mathématiquement parlant, est tout à fait le même que celui que l'on obtiendrait ici quand on fait un exercice de renversement du temps du premier ordre, où on néglige les difficultés liées au passage, par exemple, de la pression à la vitesse dans le cas de l'acoustique. On a une source en A, C devient un récepteur, C réémet le signal renversé en temps, et B enregistre le signal renversé. Si on écrit ce signal-là, ici, je fais usage de la réciprocité spatiale, c'est-à-dire on peut intervertir la source et le récepteur, et on obtient cette égalité. Donc vous voyez, il y a une très forte similitude, pour le moins, il y a même une parfaite égalité mathématique dans cette approximation du retournement temporel. Alors, c'est intéressant de l'avoir en tête, du point de vue de Matthias Fink, bien sûr, parce que c'est le retournement temporel et que le retournement temporel est partout, du point de vue de l'intuition simplement physique, parce que je pense que l'idée du retournement temporel, quelque part plus intuitive que celle de la corrélation. Et je veux juste vous montrer un petit exemple de cela en faisant un petit exemple d'une expérience numérique. C'est une expérience numérique dans laquelle on a un point de référence ici, qui va être le point A. On a un milieu dans lequel il y a des diffracteurs. Et puis, on va distribuer des sources C à l'intérieur de ce milieu. Et c'est un milieu qui est en plus diffractant, ce qui fait que si on faisait un exemple du champ qui est produit par une des sources, vous voyez, eh bien, au début, on voit un beau front d'onde circulaire, et puis petit à petit, la diffraction apparaît, et puis finalement, on va voir une tache diffuse pour les temps longs. Et si on fait une opération dans laquelle maintenant on va utiliser ces corrélations, on va faire une carte qui va montrer à chaque instant la valeur de la corrélation entre chacun des points du carré et le point de référence A. Et on va, comme le suggérait Mathias, sommer cette corrélation pour toutes les sources qui sont actives dans le milieu. Donc on voit ici une carte d'intercorrélation. Donc ce n'est pas très parlant. Maintenant, si on réfléchit, on se dit, oui, mais cette carte des intercorrélations, c'est en quelque sorte l'image d'une expérience de retournement temporel virtuel. On n'a pas vraiment fait de retournement temporel, on a simplement allumé des sources de façon non corrélée. Et si on regarde maintenant, en fonction du temps de corrélation, en partant ici, on est dans les temps négatifs de corrélation, eh bien, on fait dérouler le temps. Ici, on a une première image. Pour un temps négatif plus petit, on commence à voir apparaître des effets d'interférence qui reconstruisent une forme
qui ressemble à notre front d'onde, puis on voit apparaître clairement le front d'onde qui correspond au champ convergent du retournement temporel, qui vous montre bien que ces corrélations donc, ne sont pas un artifice de traitement du signal, mais correspondent bien à un processus physique, puisqu'on voit les ondes se rapprocher pour converger vers une tâche de focalisation, l'équivalent exact du retournement temporel, puis dans les temps positifs, les temps de corrélation positifs, on voit apparaître le front d'onde divergent qui va maintenant parcourir le milieu et donc à partir duquel on pourra retrouver quelles sont les propriétés de propagation entre le point A et n'importe lequel des points qui sont à l'intérieur de ce milieu. Puisqu'on va simuler vraiment l'expérience physique de propagation dans le milieu à partir de cette expérience passive. Alors, on sait que c'est une expérience, on sait que c'est un résultat qui a une grande généralité, non seulement pour la question des miroirs, mais dans le cas d'une distribution de sources. Si on imagine un milieu qui est arbitrairement complexe, un milieu qui est élastique, hétérogène, avec des failles, avec ce que vous voulez, et qu'on a une distribution, sans S, de sources qui serait un bruit blanc, une distribution aléatoire, qui serait excitée. C'est un milieu sans dissipation. On peut mettre de la dissipation dans cette relation. Là, s'il y a un 1 sur terme de dissipation qui apparaît. Mais ici, c'est sans dissipation, tu as raison. Mais moralement, comme dirait le mathématicien, c'est pareil. Donc, si on imagine un bruit blanc qui couvre tout le milieu, avec une position et une activation des sources qui sont non corrélées, ben on a un théorème général qui nous montre exactement cette propriété qui est celle dont Mathias parlait tout à l'heure. Donc on a la dérivée de la fonction de corrélation qui devient proportionnelle à la fonction de Green positive, la réponse du milieu pour les temps positifs, moins la fonction de Green pour les temps négatifs, la fonction causale et acausale. Donc, si on était, vous voyez qu'ici, si on est dans les conditions parfaites d'application, c'est un résultat parfait. On doit retrouver exactement la réponse du milieu. Alors on peut bien sûr essayer de faire marcher cela, et en fait cela fonctionne. Bien sûr, il y a plein de raisons de penser que ça ne marche pas, mais on va surtout se cibler sur les résultats. Et les résultats, c'est qu'effectivement, quand on fait une application très simple, on s'aperçoit que ce principe-là fonctionne. Alors je vous montre juste d'abord le résultat, peut-être pour vous convaincre. Ici, c'est un exemple dans lequel on a considéré un cas assez particulier où on a deux stations, on est en Californie, on a deux stations sismologiques et on a un tremblement de terre qui s'est produit juste sous une des stations sismologiques. Donc la deuxième station enregistre la réponse de la Terre. Et puis on peut aussi oublier cet enregistrement et prendre des longues séries de bruits sismiques. Et on a pris des séries qui peuvent être longues, parce qu'ici, on a pris un an de signal. On a pris un an de signal, on a corrélé un an de signal. C'est beaucoup. Alors, c'est quelque chose aussi, probablement, qui n'était pas vu, parce qu'avant, c'était difficile de trouver des séries très longues. Et quelque part, il fallait un certain nombre d'expériences qui tendaient à montrer que ça marche pour se donner la peine de faire des opérations sur des temps aussi longs. Mais quand on fait une opération sur un temps aussi long, on peut comparer ici ce qui est le signal qui est produit par le tremblement de terre, enregistré à cette station ici, et la corrélation entre un an de bruit entre ces deux stations. Vous voyez que la corrélation porte l'information sur la réponse de la Terre. Alors on peut faire ça dans différentes situations, et on va effectivement retrouver toute une partie de la réponse des signaux produits par des sources actives, simplement dans ces corrélations, comme on pouvait s'y attendre. Alors là, je voudrais faire une remarque par rapport à quelque chose qui a été bien vu et discuté dans les expériences de retournement temporel, en particulier celles qui ont été faites au LOA, c'est que la présence de diffusion multiple, c'est un élément positif. Le désordre aide.
Le désordre aide parce qu'il produit des ondes qui se propagent dans toutes les directions. En quelque sorte, on comprend bien intuitivement qu'il simule une distribution aléatoire de sources. Et on peut faire une expérience maintenant extrême en sélectionnant des ondes qui sont correspondantes en sismologie à la diffusion multiple. On va chercher la fin des sismogrammes. Vous voyez ici un sismogramme pour un séisme local. On a l'arrivée d'une onde directe, une onde de compression, une onde de cisaillement. Et puis si on amplifie le signal qui suit, eh bien on voit toutes ces oscillations, ce qu'on appelle la coda des sismogrammes, les arrivées tardives qui correspondent à des trajets très complexes dans la Terre, qui font que ces ondes qui reviennent, ici la distance épicentrale est toute petite, quelques dizaines de kilomètres, et par contre vous voyez que certaines ondes arrivent 4 minutes plus tard, 4 minutes pour la propagation dans la Terre, c'est de l'ordre de 800 ou 1000 kilomètres. Donc ce sont des ondes qui ont fait des chemins complexes à l'intérieur de la Terre et qui réapparaissent. Donc si on sélectionne ce genre d'enregistrement, on se dit que par analogie avec ce qui avait été fait avec les miroirs retournement temporel, on se dit qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de sources pour retrouver la focalisation, c'est-à-dire pour nous être capable de reconstruire les fonctions de Green. Et voilà juste une section ici qui a été reconstruite lors d'une expérience en Alaska, où en prenant uniquement des parties dans la coda et quelques tremblements de terre qui se produisaient ici au sud de l'Alaska, enregistrés sur les stations qui sont indiquées ici, on a tracé simplement la corrélation en fonction, donc ici, du temps de corrélation et de la distance entre tous les récepteurs qu'on pouvait trouver à l'intérieur de notre réseau. Et vous voyez très bien qu'on voit les ondes qui se propagent jusqu'à ici 200 km de distance. On peut faire des mesures de vitesse de propagation des ondes simplement en prenant ces ondes diffuses et un tout petit nombre de sources qui sont distribuées en fait au hasard. On ne sait même pas très bien leur géométrie exacte. Alors ce qu'on voit ici, c'est que... Question, oui, tu vas peut-être en parler. La courbe n'est pas symétrique parce qu'on n'a pas une onde causale et anticausale bien parce que alors, les sources exactement. d'une direction. Voilà. Alors justement, j'allais y venir. Non, mais pas de problème. On voit ici qu'il y a eu... Comment est-ce qu'on a rangé les stations? On les a rangées en mettant systématiquement les temps positifs qui correspondent à la propagation du sud vers le nord. Donc on peut les choisir A et B, on peut corréler A et B, on peut corréler B et A. On l'a choisi tel que le temps positif correspondait à la propagation du sud vers le nord. Or, les sources que l'on a considérées se situent toutes vers le sud. Et on voit qu'on a une reconstruction qui est plus forte ici dans la partie positive que dans la partie négative. Et ça traduit le fait qu'on a beau avoir de la diffusion multiple, il y a quand même un flux d'énergie global qui va de la source vers l'extérieur et qui fait qu'on a beaucoup plus d'énergie du côté, ici, des temps positifs. Et cet argument-là, d'ailleurs, on va pouvoir l'utiliser pour essayer de comprendre où sont les sources de bruit. Alors, un mot pour continuer avec les analogies du retournement temporel. Pour essayer de comprendre ce problème-là très simplement, on refait la même expérience que tout à l'heure, je ne vous la redécris pas complètement, sauf qu'au lieu de mettre des sources qu'on va distribuer un petit peu aléatoirement dans le milieu, on va les mettre d'une façon un peu plus réaliste pour la sismologie, par exemple des séismes qui seraient le long d'une faille, ou bien du bruit qui viendrait justement des côtes atlantiques. Donc on les a toutes mises le long d'une ligne ici. Si on fait cette expérience-là, on regarde de nouveau la carte des corrélations avec le temps négatif de corrélation et puis on avance dans le sens positif, donc on va vers 0. Eh bien, on voit apparaître un front d'onde. Vous voyez que le front d'onde n'est absolument plus symétrique, mais on voit apparaître une forme de focalisation. On voit que la focalisation est très imparfaite, ici. Elle est partielle. Et puis, on voit un champ divergent qui repart. Et vous voyez ici que si tout est calculé par rapport à un point de référence au centre, vous voyez donc que pour un point qui se situe ici, vous verrez passer en quelque sorte l'onde uniquement dans les temps positifs. Alors que pour un point qui est situé ici, on l'a vu passer pour les temps négatifs, on ne la verra pas passer pour les temps positifs. Donc on comprend, je pense, beaucoup plus facilement avec cette analogie du retournement temporel, où on se rend compte que
la corrélation correspond à un processus physique, pourquoi on a ces asymétries qui apparaissent ces asymétries d'amplitude qu'on voit apparaître dans nos observations. Alors voilà par exemple un exemple qui était pour nous la première mesure, avec deux stations qui sont, vous voyez, très éloignées. Donc vous voyez les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord, et vous voyez deux stations ici qui sont distantes de plus de 1000 km. On fait une corrélation simplement du bruit entre les deux stations. Voilà la fonction de corrélation. Le temps, ici c'est 3 mois, je pense. 3 mois de corrélation. Oui, mais ça converge en 1 mois à peu près. Et on voit ici le temps 0. On voit ici ce qui correspond au pulse principal de la fonction de Green acausale, la fonction de Green causale ici, qui apparaissent simplement dans la corrélation, malgré la distance très très grande. Alors on peut utiliser ces principes pour regarder l'origine du bruit. Donc l'idée est simple, si on avait quelque chose d'isotrope, on trouverait des corrélations qui auraient des amplitudes symétriques. Si on a plus de sources, si on a un flux dans une direction, eh bien on va, dans cette direction-là, on va augmenter l'amplitude relative du pulse pour ces temps positifs, et puis le contraire pour les temps négatifs. Alors on peut appliquer ces principes-là et en regardant des vraies données. Alors je vais juste vous montrer un exemple de ça. 2 gammes de fréquences différentes, les 2 stations dont on parlait tout à l'heure en Californie, et vous voyez ici des corrélations qui sont des corrélations mensuelles. Donc chaque mois, on fait la corrélation pour un mois entier. Alors vous voyez, et puis on a une année complète. Quand on regarde entre 5 et 10 secondes de période, où on a beaucoup de bruit, eh bien on se rend compte qu'on a un signal qui est parfaitement stable. Mais si on change de période et qu'on regarde entre 10 et 20 secondes, on a aussi beaucoup de bruit, on voit un phénomène très clair qui est un phénomène saisonnier. Vous voyez qu'ici, on a le maximum d'amplitude dans les temps positifs, et ici, on retrouve le maximum d'amplitude dans les temps négatifs, et ici, on a le maximum dans les temps positifs. Alors ici, vous voyez qu'on est en hiver, et qu'ici, on est en été. Et donc, c'est quelque chose qui est important pour nous, simplement cet effet, parce que si le bruit vient des océans, on pourrait s'attendre que le bruit vienne toujours de l'océan Pacifique, puisqu'on a une des stations qui est côtière. Eh bien non, même dans cette situation-là, en Californie du Sud, eh bien ce que l'on voit, c'est que pendant l'été, eh bien effectivement, le bruit vient du Pacifique, mais pendant l'hiver, le plus fort flux vient de l'Atlantique Nord, au travers de tout le continent. Donc c'est pour nous un résultat intéressant, ça veut dire que c'est un bruit global. Un bruit global, ça veut dire qu'effectivement on peut s'attendre à avoir une couverture très grande du bruit, puisque le bruit peut provenir de tous les bassins océaniques autour de nous. Et donc ceci, ça illustre une des raisons pour lesquelles ces techniques vont marcher. C'est la grande distance de propagation. Alors on a pu comme cela analyser l'origine du bruit et faire une petite carte. Alors très vite, juste vous voyez ici l'hiver, l'été, la zone apparente d'origine du bruit qu'on a déduit de mesures de flux à partir de ces considérations, et ici une mesure complètement indépendante qui est la hauteur moyenne des vagues mesurée par les satellites, la TOPEX. Et ce que l'on voit, c'est que durant l'hiver, globalement, ça a été fait avec des stations situées dans différentes zones du monde. Globalement, pendant l'hiver, la zone la plus active, c'est l'Atlantique Nord, source de bruit dans cette gamme de périodes. Et pendant l'été, par contre, on a des contributions très importantes qui viennent du Pacifique et de l'océan Indien. Et vous voyez que la hauteur de vague, effectivement, indique que pendant l'été, on a les zones les plus actives qui sont effectivement le Pacifique et l'océan Indien. Pendant l'hiver, on a des zones d'activité qui sont dans le nord, mais aussi dans le sud, mais on a une domination de l'excitation par l'Atlantique Nord dans cette opération. Alors, juste un mot sur le bruit. Vous voyez ici un spectre du bruit, spectre typique. Depuis très longtemps, les sismologues ont remarqué qu'il y avait 2 pics dans le bruit. Un pic qui a une période autour, typiquement de 7 secondes, et un pic qui a une période autour de 15 secondes. C'est ce qu'on apprend. Et donc, c'est surprenant, il y a 2 pics avec une fréquence double. Et
on va les appeler le pic primaire et le pic secondaire. Ça suggère qu'il y a un effet non linéaire avec un doublement de fréquence quelque part. Et donc on a deux types de couplage. On a un couplage qui vient d'une interaction primaire. Donc on a la houle. Et éventuellement, lorsqu'on est dans des eaux qui sont peu profondes, on peut avoir un couplage de la houle avec le fond, qui peut être une source de bruit sismique. Mais dans les eaux profondes, on sait qu'il n'y a pas d'effet à attendre. Et puis on a un autre type d'interaction qui a été découvert plus tard, une interaction qui a été décrite par Long et Higgins, qui correspond à un effet qui est lié à la combinaison non linéaire de deux ondes qui se propagent dans des directions opposées. Donc là, on travaille à 2 fois la fréquence de la houle. La fréquence centrale de la houle, c'est 15 secondes. Donc ici, on va trouver des pics autour de fréquences qui vont être de l'ordre de 7 secondes. C'est ce qu'on appelle le pic secondaire. Et une des interprétations qui était donnée pour l'origine de ce bruit avec cette combinaison non linéaire serait l'effet de la réflexion des ondes sur les côtes qui produirait cet effet d'interaction entre des ondes propagatives dans des directions différentes. Alors on s'aperçoit qu'on a aussi cette excitation dans les bassins profonds, donc c'est sans doute un tout petit peu plus compliqué que simplement l'effet des côtes, mais ça nous explique bien, par exemple, ce qu'on observait tout à l'heure. Dans la fréquence du pic secondaire, on avait une source qui était complètement stable et qui est sans doute liée à l'interaction avec la côte de Californie. Alors on peut appliquer ces principes à l'imagerie, et pourquoi donc c'est intéressant ? C'est parce que là, on va pouvoir choisir notre densité d'observation. Alors voilà un exemple sur la Californie d'un travail qu'on avait fait il y a quelques années. Vous voyez ici la carte de la Californie, et vous voyez ici une image qui est faite à partir des mesures globales avec les tremblements de terre en utilisant donc des trajets très longs dans lesquels on fait des mesures de vitesse sur des séismes qui se produisent dans tout le Pacifique, dans toute l'Amérique. Et on obtient une image, vous voyez, avec une résolution qui est quand même très mauvaise si on la compare avec les variations, en quelque sorte, géologiques de ce milieu, telles qu'elles sont connues. Alors, par contre, si on utilise cette méthode de bruit, on va pouvoir faire des mesures de réponse entre stations. Et vous voyez ici, par exemple, à 7 secondes et demie, le pic secondaire, où on a beaucoup de données, eh bien, on peut calculer des trajets qui sont marqués par ces lignes noires, et vous voyez la densité de trajet avec laquelle on couvre l'objet. Donc là, on va pouvoir faire une imagerie qui ressemble beaucoup plus à de l'imagerie que font les acousticiens. On dispose d'un nombre de trajets qui se recoupent, qui sont très grands, et à partir de cela, on peut obtenir des images de ce type-là. Par exemple, ici, on est donc à 7 secondes et demie, on image essentiellement la croûte superficielle, mais on obtient des résolutions qui sont très bonnes et on peut reconnaître en particulier des vitesses lentes correspondant ici à la vallée centrale de Californie ou au bassin de Los Angeles ou au bassin de Ventura, la mer de Salton. Toutes ces structures superficielles, on les retrouve très bien avec ce genre d'image, mais on peut aller plus profond et en allant plus profond, bien, on peut mettre en évidence les grands batholithes, par exemple la Sierra Nevada que l'on voit ici. Donc tout de suite, le fait de pouvoir multiplier les données nous permet d'avoir une résolution qui est bien meilleure en utilisant ce genre de méthode. Alors juste ici, cette petite comparaison, voilà avec un réseau local ce qu'on obtient à 18 secondes et ce qui se compare à l'image que je vous montrais tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il y a un grand intérêt en termes de résolution à utiliser ces méthodes qui permettent d'obtenir des milliers de trajets locaux pour l'inversion. Alors pour se rapprocher de nous, juste une petite application un petit peu différente sur les Alpes. Donc ici, les données du réseau virtuel européen. Alors, ne posez pas la question, un projet français va bientôt venir remplir cette zone vide là que vous voyez ici. Mais il y a beaucoup de stations un petit peu dans les Alpes, en Suisse, etc. Donc on peut quand même travailler dans la partie vraiment alpine. Et en utilisant des méthodes de tomographie tridimensionnelle, on peut même faire l'image d'une surface. Ici, c'est la limite, ce qu'on appelle le MO, la limite entre la croûte et le manteau sous les Alpes, qui a été imagée de façon complètement passive. Donc là, on a simplement pris des données qui sont libres, que tout le monde peut récupérer sur ces sites,
et fait des opérations de corrélation, puis imagé à partir de cet ensemble de trajets. On a pu retrouver la forme du Moho. Alors, la France est ici, vous voyez la longitude, latitude, l'Italie est là, la France est là, l'Allemagne est là, et on voit le plongement du Moho sous les Alpes, qui est connu. Et d'ailleurs, voilà, ici, on peut faire une petite comparaison. Voilà une courbe qui est une interpolation à partir d'une compilation d'expériences actives d'une partie de cette zone. Et vous voyez qu'il y a un accord qui est assez bon. Simplement, ici, c'est 40 ans d'expérience qui sont représentés sur cette image. Et donc, il y a beaucoup de possibilités de développement à toutes les échelles avec ce genre de méthode. Et enfin, encore une petite application d'imagerie, c'est le Piton de la Fournaise, que vous connaissez tous à La Réunion, où en utilisant un réseau de stations sismologiques donné ici par des triangles, en utilisant cette méthode, on a pu faire une image qui permettait de montrer sous le carré ici qui vous montre la partie sommitale, ici c'est le cratère Dolomieu, et puis la caldeira qui est ici. Sous la partie sommitale, on découvre l'existence d'un corps rapide qui est décalé vers l'est par rapport au cratère Dolomieu et qui va être interprété comme étant une zone dans laquelle on a eu des injections de lave qui ont donné des matériaux compacts par rapport au reste de l'édifice qui correspond à des coulées de lave et qui sont donc des matériaux complètement fracturés ou des cendres, qui sont elles aussi des matériaux qui sont des matériaux lents. Mais, outre tout ça, je voudrais finir quand même par vous parler de ce qui me paraît aujourd'hui d'un grand intérêt, c'est d'utiliser ces nouvelles techniques pour essayer de regarder la Terre différemment. C'est-à-dire, pendant très longtemps, on a toujours, nous sismologues, considéré la Terre comme un objet inerte, gelé. On essayait de faire des images en se disant l'échelle des variations que l'on peut imager est tellement grande qu'on ne peut pas être sensible à des variations qui nous diraient quelque chose sur la vie de la planète solide. Essentiellement parce que si on a une résolution, vous voyez, de tomographie de quelques pourcents, ça veut dire qu'il va falloir attendre des centaines de milliers d'années pour que la Terre ait changé de façon significative. Or, aujourd'hui, on sait que c'est une Terre qui est en évolution et qu'on mesure de plus en plus. Alors, ici, on n'est pas en sismologie, on est dans l'utilisation des réseaux de stations GPS en Californie. Et je veux juste vous montrer cette image parce que vous voyez l'échelle. Ici, on est en 2001. Et ici, on mesure la déformation de cisaillement à partir des mesures qui sont faites simplement avec les GPS. Et vous voyez qu'en quelques années, eh bien, les géodésiens sont capables de montrer la carte qui change. Et on voit ici en rouge la déformation qui s'accumule le long des grandes failles. Ici, c'est la faille de San Andrea que vous avez ici. Donc vous voyez, entre 2001 et 2006, la déformation qui s'est cumulée dans ces zones particulières ici est de l'ordre de quelque chose qui est typiquement entre 1 et 2, 10-6 comme déformation. Donc les géodésiens arrivent à nous montrer que la Terre, en fait, change et change vite à l'échelle de nos vies. Donc un des grands enjeux pour la sismologie, c'est ce qu'on est capable d'apporter des résultats sur ce genre de mesures. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser le bruit ambiant. Pourquoi le bruit ambiant ? Parce que le bruit est là toujours, tous les jours. Le bruit est présent, et si on est capable d'extraire quelque chose qui serait la fonction de Green, par exemple, la fonction de Green, c'est quelque chose qui est supposément stable et n'est caractéristique que des propriétés internes de la Terre. Alors bien sûr, il y a quelques difficultés inhérentes, et je voudrais juste vous montrer quelque chose qui est lié à ces méthodes, et uniquement à ces méthodes, qui est assez intéressant par rapport aux variations du temps. Ce que l'on sait, c'est que si on fait une fonction de corrélation qui donne ces fonctions de Green avancées et retardées, on a une symétrie du temps. On doit trouver les mêmes temps de trajet, parce que ça, c'est quelque chose qui est un premier principe avec l'équation des ondes.
si on a un décalage, si on a un changement dans le milieu, la vitesse augmente ou la vitesse diminue, bien on se remet dans une situation où on retrouve une symétrie parfaite. Si maintenant on fait une erreur, du genre une erreur instrumentale, si on fait une erreur instrumentale et qu'on décale une des stations, ben on décale toute la trace et on perd la symétrie. Et donc vous voyez que le fait d'avoir des signaux avec des temps positifs et des temps négatifs, ce n'est pas seulement une curiosité mathématique, c'est aussi quelque chose qui pourrait être extrêmement utile, parce que ça fait la différence entre une erreur de mesure et une variation temporelle du milieu. Et c'est ce que l'on va essayer d'utiliser dans la suite pour être sûr que les mesures que l'on fait, même si elles sont des mesures de variation petites, sont bien des variations physiques et pas des erreurs que l'on pourrait introduire nous-mêmes dans nos mesures. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on peut faire des mesures très précises de changement temporel des vitesses à partir des corrélations? Alors c'est un problème que les sismologues se sont déjà posés depuis longtemps, à dire vrai, et puis pas avant eux les opticiens par exemple. Si on veut mesurer une petite variation de la vitesse des ondes acoustiques ici dans la pièce, on peut dire, on va mesurer la vitesse entre deux points, ici et ici, à deux instants, et puis vérifier si c'est la même. Et on comprend bien que les variations de temps qu'il faut mesurer sont extrêmement petites. Alors on se dit, il y a une autre façon qui serait plus intelligente, c'est simplement de claquer des mains et d'écouter la réverbération. Et la réverbération va durer beaucoup plus longtemps, donc les ondes qui sont en jeu vont faire des chemins très très longs et vont accumuler beaucoup de différences de temps. Simplement, on imagine deux corps qui vont à deux vitesses légèrement différentes, il faut attendre longtemps pour qu'ils se séparent. Donc si on va chercher des ondes qui se sont propagées très longtemps, on va pouvoir faire des mesures de différence de temps très très fines. Et ces ondes qui se sont propagées très longtemps, ce sont les ondes de la coda que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc s'il y a des variations de vitesse, la bonne façon de les chercher, ce n'est pas de regarder les ondes directes. S'il y a des grosses variations, on les verra. Mais si ces variations sont très subtiles, il va falloir aller les chercher dans des temps très très longs, des trajets qui sont des trajets très complexes et très longs. Et donc, l'idée est la suivante. Ça, c'est un exemple sur lequel on va revenir, c'est le piton de la Fournaise. Si on regarde deux signaux avec une situation 1 en rouge et une situation 2 en noir, et qu'il y a eu une variation de vitesse, eh bien au début, quand les trajets sont très courts, on ne voit pas la différence, et puis plus le temps va passer, plus on va accumuler de délais, et donc plus on va voir les signaux qui vont se séparer. En fait, si on mesure l'écart de temps entre ces deux traces, en fonction du temps dans le sismogramme, on va trouver une ligne droite. C'est logique. Plus le temps passe, plus on a fait de longueur et plus l'écart augmente. Si c'est un changement de vitesse, il augmente linéairement. Et la pente qui est ici sur ce graphe, nous donne directement la variation relative de vitesse. C'est ce principe-là qu'on veut utiliser. Alors bien sûr, pour l'utiliser, il y a un petit problème, c'est est-ce qu'on est sûr que la partie tardive des corrélations correspond effectivement aux ondes diffractées? Alors là encore, si on se tient à la théorie, on se dit oui. Si on se tient aux expériences numériques, on se dit oui aussi. Et ça, c'est un exemple d'une expérience qui est en fait exactement l'équivalent d'un retournement temporel ou d'une expérience de corrélation avec des sources ici extérieures. Ce qui était intéressant de voir, c'est qu'au début, bien, on peut tout à fait comparer la fonction de grid avec la corrélation. Ça, c'est pour le tout début du signal. Vous voyez, entre 0 et 40 microsecondes à l'échelle de cette expérience numérique. Et puis si on va chercher très loin dans la coda, on voit que ça marche toujours parfaitement. Donc on a quand même des éléments pour penser que la fonction de Green, c'est la fonction de Green. Si on la reconstruit dans tous ses détails. Mais est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on peut le prouver? Et donc je voulais juste vous montrer une petite expérience, je pense, qui est un peu éclairante aussi par rapport à ce que, disons, un TD de retournement temporel. On considère deux stations dans les Alpes.
Donc c'est une vraie expérience. On prend 2 stations dans les Alpes, et par exemple pour ces stations-là, c'est très difficile de reconstruire la fonction de Green, parce que le bruit vient essentiellement de l'Atlantique Nord, et qu'il y a très peu de bruit qui vient dans cette direction-là. Bon, peu importe. On peut essayer de ne pas directement considérer la corrélation entre ces 2 stations, mais en choisir une troisième. Et se dire, en fait, ce qu'on va calculer, c'est la corrélation du bruit entre C et A et entre C et B. Et se dire, si tout ce que l'on a dit jusqu'à maintenant est vrai, ça signifie que C peut être regardé comme une source virtuelle. Et donc, voilà les enregistrements que j'obtiens, mes corrélations obtenues pour CB, CA. Alors, ce que je peux tenter de faire, c'est de me dire, utilisons l'argument de la diffusion multiple et sélectionnons la fin de la trace, en disant là-dedans, il doit y avoir les arrivées de la diffusion multiple. Alors, je peux faire ça, dire ça, c'est la coda, et puis, je vais essayer de corréler maintenant les signaux de coda enregistrés entre A et B. Donc ça va être des corrélations de corrélation. Et peut-être, je vais encore retrouver la fonction de Green entre A et B. Alors si je prends qu'une source, ça va mal marcher, parce qu'on a dit, il y a un flux d'énergie, on n'est pas dans un régime complètement diffus, il n'y a pas de cavité, donc il faut mettre plusieurs sources. Mais ça, ce n'est pas un problème, parce qu'on a un réseau. Alors comme on a un réseau, on peut tout prendre toutes les stations. Donc on prend toutes les stations du réseau et on considère chacune de ces stations comme une source virtuelle. Donc on fait la corrélation de bruit entre A et toutes les sources du réseau, B et toutes les sources du réseau. Et donc on a un système de nouveaux sismogrammes correspondant à des sources virtuelles qui seraient toutes les stations du réseau européen. Ensuite, on va enlever la partie des ondes directes pour être bien sûr de ce dont on parle et ne garder que la partie tardive. Faire les corrélations et moyenner sur toutes les sources comme on l'a fait auparavant. Et voilà ce qu'on trouve. Voilà un exemple sur un couple de stations. On a la corrélation de bruit direct qui est la courbe en rouge. Ici, on a le temps 0. Vous voyez ici la courbe en rouge qui vous donne cette fonction de Green du bruit, des ondes directes de la fonction de Green déduite du bruit. Et puis on a cette courbe en bleu, ici, C3, qui est une corrélation de la coda des corrélations. Et vous voyez que ce qui est remarquable, c'est qu'on retrouve les ondes directes en utilisant que la partie tardive des corrélations. Ce qui veut dire que, un petit peu charade à tiroir, on fait 2 fois l'opération, une fois avec le bruit, une fois avec la diffusion multiple, et on retrouve les ondes balistiques à la fin. Ce qui semble bien montrer qu'effectivement l'information est là, et donc on est fondé à utiliser cette information pour regarder s'il y a des variations temporelles, et c'est sur ces variations temporelles que je voudrais finir en vous montrant 2 applications que l'on a fait très récemment, une au Piton de la Fournaise et une sur la faille de San Andrea. Le Piton de la Fournaise, donc, l'idée était de prendre le réseau ici de surveillance de l'observatoire de la Réunion et de faire une corrélation de référence calculée sur 18 mois de bruit. Puis ce que l'on va faire, c'est prendre des périodes de 10 jours et refaire la corrélation pour chaque période de 10 jours. Et on va comparer les signaux obtenus, on va faire la comparaison entre la vitesse de référence, en quelque sorte, pour le signal de référence, et la vitesse courante pour chaque date pendant cette période. Donc on va utiliser l'approche dont on parlait tout à l'heure, et voilà des exemples où vous voyez ici la pente qui indique ici, par exemple, qu'on a une diminution. Vous voyez, il y a une pente négative sur cette trace.
Ici, il n'y a rien, donc il n'y a pas de signal. On voit que les signaux paraissent être très similaires, on ne voit rien de vraiment significatif. Ici, par contre, on voit très bien qu'il y a une pente qui apparaît. Alors cette pente, on peut l'interpréter donc en variation de vitesse. Mais vous voyez, de façon, c'est un fait exprès, c'est pour montrer qu'en fait les variations sont quand même petites. Et ici, par exemple, vous voyez que la variation qui est indiquée, delta t sur t, c'est 0,1%. C'est donc petit. Alors ce qu'on peut faire, c'est mesurer ces traces et ici, on représente, en fonction de la date, vous voyez, on est entre juillet 1999 et décembre 2000, en fonction de la date, cette variation, cette pente du délai sur le temps écoulé, qui est donc exactement l'opposé de la variation relative de vitesse. Et vous voyez qu'on peut donc créer cette courbe, que vous voyez ici, qui fluctue, avec ici les erreurs qui sont faites, et ici l'activité sismique. Et puis ce qui est important, c'est qu'entre les lignes vertes, on a des éruptions volcaniques qui se sont produites. Alors maintenant, regardons notre courbe de variation de vitesse. Donc ici, c'est delta tau sur tau, ou bien delta V sur V, enfin moins delta V sur V. La première chose à regarder, c'est l'échelle. Vous voyez que les variations les plus fortes, elles sont 0,1%. C'est 1 pour 1000. Ce qui veut dire qu'a priori, quelques années en arrière, mon intuition de sismologue aurait été de dire c'est une constante. On n'a même pas le droit de discuter de comment ça évolue. Mais toutes les expériences qu'on a faites depuis nous ont montré qu'on détectait vraiment des signaux avec des précisions de cet ordre-là. Et ici, vous voyez que de façon systématique, ce que l'on observe, c'est, vous voyez, une fluctuation ici, à une échelle qui est toute petite, qui est de l'ordre de 10-4. Et puis, un pic qui se produit juste avant l'éruption. Fluctuation, ici, cyclone, on ne peut pas mesurer. Pic, éruption. Fluctuation, pic, éruption, fluctuation, pic, éruption. Et puis depuis, cette technique a été implémentée à l'observatoire. On a pu vérifier que systématiquement, on observe une variation de vitesse avant les éruptions. Alors en soi, mécaniquement, ce n'est pas très étonnant. Avant l'éruption, on a injection de lave et de gaz. Le volcan subit une inflation, et donc l'extrait d'eau, en quelque sorte, du volcan se retrouve en extension. Le fait qu'on a une extension de ces matériaux, qui sont des matériaux poreux, correspond à une diminution de vitesse. Alors si on fait juste un petit modèle tout simple de règle de 3, on voit que les ordres de grandeur des variations de vitesse sont en accord avec ce que l'on attend. Maintenant, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'effectivement, on arrive à mesurer, vous voyez, des séries comme celle-ci, où on a la vitesse qui est résolue avec une précision de 10-4 et une incursion à 10-3. Donc des valeurs qui sont vraiment très très petites et qui, dans ce cas-là, semblent bien associées de façon systématique à un signal qui est précurseur de l'éruption volcanique. Donc vous voyez que ça permet donc d'avoir des résultats qui sont intéressants, et on peut même faire un petit dessin animé. On va représenter les variations de vitesse en fonction du temps sur un carré qui correspond à la zone où vous avez ici la caldeira et le cratère Dolomieu qui est juste ici. Alors si l'on considère cette figure, on va voir la variation relative de vitesse par rapport à la vitesse de référence en couleur et en fonction du temps. Et le temps vous est indiqué par le petit point rouge ici qui se déplace le long de l'échelle de temps. Alors ça va très vite, je vous rassure. Voilà ce qui se passe. Vous êtes ici, on passe une première éruption. Voilà. Ici, on est 13 jours avant une éruption et vous voyez que globalement, on est à la vitesse de référence à peu près partout. Ici, on est 6 jours avant l'éruption et vous voyez apparaître une zone de vitesse lente qui apparaît donc à l'est du cratère Dolomieu. Et puis, l'éruption se produit
Et puis si on reprend, on va voir apparaître ici une grosse éruption avec une très grande couverture rouge qui apparaît, et puis encore une éruption, et vous voyez encore ici une zone à l'est ici qui montre une diminution de vitesse locale importante. Alors, vous voyez que cette diminution de vitesse, elle se produit en fait à l'aplomb de la zone rapide que l'on avait détectée dans l'imagerie passive, et donc qui suggère qu'effectivement, c'est à l'apex de cette structure qu'on voit apparaître la zone d'inflation l'inflation du volcan. Alors, nous, on trouve ça déjà tout à fait intéressant d'être sur un volcan. Les sismologues, vous savez qu'ils s'intéressent aux failles et aux tremblements de terre, bien sûr, et que de façon obsessionnelle, ils cherchent à savoir s'il n'y aurait pas des signaux qui pourraient être associés de façon précurseur aux tremblements de terre. Alors, on n'en a pas trouvé, donc je ne vais pas vous dire qu'on en a trouvé. Par contre, on a quand même étudié une zone de faille où se sont produits des tremblements de terre. Et je voudrais finir juste sur cette image, parce que on a refait une expérience similaire à ce qu'on avait fait au Piton de la Fournaise, cette fois dans la zone de Parkfield. Parkfield, vous voyez, c'est en Californie centrale, ici. C'est un endroit où se sont produits une série de tremblements de terre depuis le début du siècle. Et en particulier en 2004, un tremblement de terre de magnitude 6 s'est produit juste sur la faille de San Andrea, ici, donc a cassé un segment qui est par ici. Mais dans la même période, un autre tremblement de terre s'est produit en dehors de la faille de San Andrea, près de la côte, le tremblement de terre de San Simeon, qui lui avait une magnitude de 6,5. Alors, juste pour vous faire remarquer qu'on est juste à l'endroit où se produit Parkfield, mais l'autre tremblement de terre a une magnitude plus forte. Donc, il va falloir comparer ces choses-là. Et donc, en milieu de nos stations, on a une station GPS aussi, sur laquelle on va revenir. Et dans ce cas-là, on a pu faire des mesures du style de ce que je vous montrais tout à l'heure. On a ici des exemples de fonctions de corrélation calculées cette fois, vous voyez, sur 6 ans. Donc sur 6 ans, on a des séries de mesures de corrélation. Vous voyez qu'il y a des structures extrêmement stables. On voit que les amplitudes varient de façon saisonnière. Ça, c'est l'effet dont on parlait tout à l'heure. Mais par contre, on a des structures extrêmement stables qui se répètent sur des durées très longues. Alors, quand on fait des mesures de temps, vous voyez, par exemple, ici, on fait une détection de changement de vitesse qui est très claire, qui est non ambiguë, avec respect de la symétrie du temps, etc., pas d'erreur. Et donc, on croit vraiment à ces mesures. Et voilà la courbe qui vous montre, comme tout à l'heure, la variation de vitesse en fonction du temps. Donc ici, c'est 6 années. Et la vitesse relative, avec encore une fois l'échelle, vous voyez qu'ici, on est toujours à pleine échelle. Ici, vous avez donc 0,1%, donc un millième de variation de vitesse. On a des variations qui paraissent saisonnières, mais qui doivent être éclaircies, ici. Et puis, on voit un premier pulse, ici, on a une variation de vitesse, très nette, diminution de vitesse, puis on revient au niveau précédent, oscillation, puis brutale diminution de vitesse, et puis cette longue variation qui nous ramène vers les vitesses originales. Alors, ces deux changements de vitesse correspondent à l'occurrence des deux tremblements de terre. Alors, on n'est pas bien entendu, on n'est pas capable de voir là des signaux précurseurs, mais ce que l'on voit, c'est que si on regarde la vitesse des ondes à 70 km d'un tremblement de terre de magnitude 6,5, on voit que le passage des ondes suffit à changer la vitesse. À changer la vitesse de façon faible, c'est-à-dire si on regarde cette amplitude ici, c'est à peu près, vous voyez, 4 pour 1000. Donc ce sont des variations qui sont effectivement petites, mais qui sont réelles et qui sont détectables. Ensuite, au moment du séisme local, on a une variation qui est plus grande, mais encore une fois, c'est de l'ordre de 2 pour 1000, à peu près, pleine échelle. Et on a une longue, ici, variation de la vitesse qui met plusieurs années avant de revenir vers les niveaux que l'on connaissait auparavant. Alors la chose intéressante, c'est que la courbe en rouge, ce n'est pas du tout
un essai pour s'ajuster à l'observation, c'est le déplacement mesuré par le GPS qui était au milieu du réseau. Et donc vous voyez que la vitesse sismique, elle a évolué en même temps que la relaxation mécanique après le tremblement de terre. Et donc ça suggère que les variations de vitesse que l'on mesure ici, contrairement à ce qu'on voyait dans le cas du volcan, ce ne sont pas seulement des effets de surface, ce sont aussi des effets de variation de vitesse liés aux déformations en profondeur dans la croûte. Alors, c'est un sujet qui c'est des travaux en cours. Hein. Ce qui est important de noter juste, c'est l'énorme stabilité qu'on obtient dans ces mesures, de façon assez étonnante, en utilisant des signaux dont les origines sont pour le moins mal contraintes. Et pour comprendre pourquoi on peut faire ça, on peut soit regarder la théorie des corrélations, soit on peut se donner une image relativement intuitive, je pense, en imaginant des situations dans lesquelles on est en train de faire non pas un beau miroir à retournement temporel comme dans le laboratoire de Mathias, mais on aurait imaginé qu'on a pris son miroir, qu'on l'a cassé en 10 000 morceaux, qu'on a étalé les morceaux partout et qui continue à fonctionner comme un miroir à retournement temporel qu'on peut utiliser en permanence pour nous permettre ces mesures extrêmement précises. Voilà, j'arrête là.